Vous avez suivi hier sur France Info les meetings politiques ici en France, le Rassemblement national place Vauban à Paris, les Insoumis place de la République et le Socle commun qui était à la Cité du cinéma de Saint-Denis. Vous voyez le Rassemblement national à l'œuvre à l'image. Là, c'était donc hier autour de Marine Le Pen en soutien à la chef de file des députés du RN, donc condamnée, on le sait, à 5 ans d'inéligibilité. Le RN avait parlé de démocratie exécutée, c'est ce qu'avait dit Jordan Bardella, et Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, lui a répondu ce midi. Écoutez. J'ai trouvé que la démocratie n'était pas exécutée, comme j'ai pu entendre, quand il y a 3 meetings de 3 couleurs différentes en même temps, qui se passent plutôt bien. Donc là, il me semble que la démocratie n'est pas exécutée, comme j'ai pu l'entendre. Après, sur le fond, moi je ne partage évidemment pas l'objectif du meeting du Rassemblement national, qui était de dire que la démocratie était en danger et qui était d'attaquer un des piliers de notre démocratie et de nos institutions, c'est-à-dire la justice. Et donc, on voit bien que le Rassemblement national, après tant d'années d'efforts, n'a en fait pas changé. La porte-parole du gouvernement qui s'est exprimée donc ce matin sur le plateau de Bonjour chez nos confrères de TF1. Des airs de campagne, finalement, hier, ça ressemblait au coup d'envoi de la présidentielle 2027. Alors, qui en sort vainqueur, qui en sort vaincu? On va débriefer tout de suite avec nos invités qui m'ont rejoint. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur France Info. Marie de Greff-Madelin, bonjour, vous êtes la directrice adjointe de Valeurs Actuelles. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue Regard. Et puis Antoine Comte, notre éditorialiste politique. Bonjour. Également, bonjour à vous, Antoine. D'abord, justement, la bataille des chiffres qu'on dit, ces mobilisations, quel rassemblement a eu le plus de succès? Alors visiblement celui de Renaissance, porté par Gabriel Attal, où on nous dit 8000 jusqu'à 8000 participants. Du côté de la gauche, les forces de l'ordre nous disent 5000 participants, les organisateurs 15 000. Et du côté du Rassemblement national pour la place Vauban, donc dans le 7e arrondissement de Paris, dans le quartier des Invalides, le Rassemblement national a parlé de 10 000 participants et les forces de police nous disent 7 000. Donc vous voyez que c'est pas de grosses mobilisations. Je pense que c'est surtout les températures printanières et le soleil qui ont gagné hier. Néanmoins, ça a été un week-end et un dimanche politique très intéressant, et vous l'avez très bien dit, avec un parfum de présidentielle avant l'heure. Je dirais notamment du côté aussi de Renaissance. On va rentrer après dans le détail, où on a eu un Gabriel Attal qui a prononcé un discours quasiment de candidature à l'élection présidentielle, même si ce n'est pas déclaré officiellement. Oui, de candidat en devenir. Voilà, mais il y avait des éléments programmatiques. Il a déroulé un programme après avoir attaqué Marine Le Pen. Et puis on a senti aussi des concurrents peut-être internes de Marine Le Pen du côté du Rassemblement national, sans citer son nom, Jordan Bardella, se positionner aussi plus pour l'avenir, avec une Marine Le Pen qui, elle, était plutôt évidemment dans cette stratégie toujours de la victimisation et de la dénonciation d'une décision de justice. Marie de Greff-Madelin, elle a été payante, cette stratégie de la victimisation, justement? Non, parce que je crois que cette manifestation a été organisée un peu à la hâte. À la hâte, mais son objectif, en fait, était d'obtenir un appel qui lui permette de se présenter à la présidentielle. Donc, une fois qu'elle l'avait obtenu, c'est vrai que la manifestation n'avait pas de corps, en fait. Et c'est vrai que maintenant, Marine Le Pen se retrouve prise au piège, tributaire du calendrier judiciaire. Et donc, on sent que, effectivement, ça, pour le coup, ça n'était pas du tout comme Gabriel Attal dans une dynamique. Au contraire, eux, ils sont dans l'attentisme. Et c'est vrai que je pense qu'ils traversent une période qui va devenir extrêmement compliquée jusqu'à l'été 2026. Catherine Tricot, comment vous l'avez lu, ce meeting, entre guillemets, hier du RN? Moi, je pense que c'est un attentisme qui est au-delà de la simple question judiciaire. Je pense qu'il y a un trouble déjà. Est-ce que, finalement, l'orientation qui souffle fort... changement de stratégie? Du côté des États-Unis, il y a quand même quelqu'un qui vient d'être élu président de la République, pas du tout sur la stratégie de la cravate, et qui est en train de tout casser. Et du coup, je pense qu'ils ont un problème de comment ils se positionnent vis-à-vis de Donald Trump, sachant que Trump n'est pas très populaire en France. Et en même temps, les bases de son succès, c'est aussi des bases qui sont assez proches de celles de Marine Le Pen, c'est-à-dire des gens qui souffrent de la désindustrialisation et de la mondialisation. Donc je pense qu'il y a une espèce de doute sur, au fond, le contenu du discours, le positionnement. Ça, c'est le premier doute. Et le deuxième doute, moi, je ne partage pas tout à fait ce que vous dites, c'est qu'en fait, hier, elle aurait pu avoir une stratégie
pour adoucir son propos. Or, elle y est allée, mais vraiment franco de port, pour continuer sur sa stratégie offensive. C'est un procès politique et je n'ai rien à me reprocher. En ce sens, elle se prépare pas tout à fait à avoir la clémence en appel. Et donc, du coup, la question de qui va être candidat en 2027, à mon avis, devient une question tout à fait pressante avec Jordan Bardella. Mais on s'en parlait tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau, donc je vous laisse. Alors, on va peut-être déjà l'entendre, même Jordan Bardella, parce que vous avez parlé du fait qu'elle n'ait rien lâché. Elle a dit « je ne lâcherai pas ». Elle est revenue sur le fait que c'était une décision de justice qui était pour elle politique. Et Jordan Bardella, de nouveau, ce matin, chez nos confrères d'RTL, a encore dénoncé cette décision qu'il juge politique. Écoutez. Le combat judiciaire, nous avons acté qu'il faisait partie du combat politique et que, s'agissant du Rassemblement national, tout serait fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Mais c'est qui il ? En l'occurrence, c'est une décision de justice. Donc c'est les juges. Une décision de justice extrêmement contestée, d'abord par nos opposants politiques, mais aussi par des spécialistes du droit. On a rarement vu des motivations aussi politiques dans un jugement. Il y a des millions de Français qui ont le sentiment qu'on cherche à leur voler l'élection présidentielle. Antoine Comte, on pouvait s'y attendre à ce que Jordan Bardella ne change pas son discours après ce rassemblement de soutien hier ? Peut-être qu'il le changera dans quelques mois, mais là c'est trop tôt. Il ne peut pas se démarquer de Marine Le Pen comme ça, même si moi je trouve qu'il a tenu un discours présidentiel hier justement. Il a beaucoup plus parlé d'avenir que Marine Le Pen, qui était elle dans une forme de défense, à mon avis, qui est très contre-productive, où je pense qu'elle s'est même un peu plus enfoncée hier avec cette stratégie qui est complètement différente. En fait, depuis lundi et le verdict de la justice, il y a un changement de paradigme total dans la stratégie de Marine Le Pen. Elle avait réussi à exclure son père du parti politique. Elle a lancé la stratégie de la normalisation et de la dédiabolisation. Et là, depuis lundi, elle change complètement de stratégie et elle est dans la dénonciation d'une décision de justice, donc des institutions. Et ça, je peux vous dire qu'une partie de son électorat n'est pas d'accord. Il y a des sondages qui sont sortis. Un tiers des électeurs du RN considèrent qu'elle a fauté, donc qu'elle doit payer finalement. Et puis, vous avez d'autres sondages. Vous avez cette loi sur l'exécution provisoire. 64% des Français ne souhaitent pas la revoir. C'est Éric Ciotti qui va porter ce texte à l'Assemblée nationale. On va voir ce qui va se passer en termes de majorité ou pas. Est-ce qu'il peut l'avoir ? Ça me semble compliqué. Quoique, il faut voir côté LFI quand on voit le discours de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à la voter. Et puis, il y a surtout cet électorat, parce que pour gagner Marine Le Pen et le Rassemblement national pour gagner en 2027, ils ont besoin d'élargir leur base électorale. Et jusqu'à présent, avec cette stratégie de la normalisation, Marine Le Pen, elle avait réussi sans doute un petit peu à séduire cet électorat dit filloniste, la droite traditionnelle. Là, avec une stratégie de la victimisation et de la dénonciation de décisions de justice, je peux vous dire, cet électorat-là, il va fuir en avant et il ne va sûrement pas soutenir Marine Le Pen ou le candidat déclaré s'il poursuit cette stratégie. On continue évidemment d'en parler sur France Info. Qu'en ont pensé les principaux intéressés ? Vous nous avez dit qu'il y avait ce sondage qui était sorti, mais est-ce qu'ils sont satisfaits de ce rassemblement hier au lendemain donc, de ce rassemblement de soutien Place Vauban ? On va leur poser la question à l'Assemblée nationale aussi, où se trouve Lise Vogel pour France Info. Bonjour à vous Lise, vous êtes avec le député Rassemblement national de l'Oise, vous êtes avec Philippe Ballard. Oui, en effet. Bonjour Fleur, bonjour Philippe Ballard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Le rassemblement d'hier, Place Vauban à Paris, est-ce que c'est un succès ? Est-ce que c'est un échec ? Quel est votre état d'esprit au lendemain de ce rassemblement qui, selon la police, a fédéré 7000 personnes ? Écoutez, moi j'étais Place Vauban hier. Ça a été un rassemblement pacifique, festif. Il n'y a pas eu de voiture de brûlée, il n'y a pas eu d'abribus de cassés. Les forces de l'ordre étaient à distance. En 4 jours, j'insiste bien, en 4 jours, il a fallu monter ce rassemblement. Donc nous avons, moi dans ma fédération de l'Oise, affrété en urgence absolue des cars. On n'a pu en trouver que 2. Il y a des fédérations, grosses fédérations comme Lyon, ils n'ont pas pu trouver de cars. Donc vu le laps de temps qui nous était imparti, remplir la place Vauban, oui, pour nous c'est un succès. Et en plus un succès qui s'est bien déroulé. Mais la foule était quand même clairsemée. Non, mais enfin, on a rempli la place Vauban en 4 jours. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis qui peuvent faire la même chose. Vous aviez une concurrence, évidemment, puisque d'autres groupes politiques, notamment à gauche et au niveau du socle commun, organisaient aussi des mobilisations. Est-ce que vous n'avez pas quand même un tout petit peu perdu la bataille de l'image sur cette journée ?
Ah non, je pense pas, surtout quand on voit ce qui s'est passé place de la République, où des journalistes ont été pourchassés quand même, il faut bien dire ce qui est. Peut-être que la presse pourrait se mobiliser, ont été pourchassés par des membres de la jeune garde de Raphaël Arnaud, qui est un député d'ailleurs, LFI Fiché S. Voilà, puis il y avait davantage de drapeaux palestiniens que de drapeaux français, place de la République. Et puis pour M. Attal, il y avait beaucoup de drapeaux européens, très peu de drapeaux français. M. Attal qui dit pique-pente dans ce rassemblement sur LFI, mais M. Attal n'a-t-il pas dit battons le Rassemblement national au moment des législatives avec un bulletin LFI? Je pense qu'il a un peu la tête à l'envers, monsieur Attal. Il essaye de se redonner un coup de jeune, mais ça fait des années qu'il est dans le système. Mais de votre côté, après une semaine malgré tout difficile, une démonstration de force aurait été bienvenue et malgré tout, ça n'a pas été exactement le cas. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un tout petit peu déçu? Mais non, mais encore une fois, démonstration de force en 4 jours, on a réuni plusieurs milliers de personnes place Vauban. Maintenant, on va continuer notre travail au Parlement, dans les circonscriptions, et puis on va attendre le procès en appel tout simplement. Et alors, est-ce que, justement, concernant cette attente et ce procès possiblement à l'été 2026, est-ce que votre stratégie reste la même? Puisqu'on l'a vu, selon un dernier sondage ENAB, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont au coude à coude en tête des intentions de vote. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de champion et de déjà changer de stratégie? Mais non, le plan A est toujours d'actualité. On verra dans un an s'il y a lieu de changer de plan. Pour l'instant, notre candidate naturelle, c'est Marine Le Pen, qui est donnée... alors, il y a ce sondage, mais enfin, la semaine dernière, c'était un sondage IFOP où elle était à entre 34 et 37%. C'est à peu près le même étiage, effectivement, pour celui que vous mentionnez. Et Jordan Bardella est quasiment lui aussi dans le même étiage que Marine Le Pen. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. On a un problème de riches. On a trop de candidats, si vous voulez. Donc vous êtes sûr et certain que le plan A doit rester le plan A? Vous n'avez pas peur que cela vous pénalise pour l'élection présidentielle de 2027 si elle était condamnée en appel? Parce que ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité. On va attendre l'appel. Il nous restera encore 8-9 mois pour éventuellement changer le plan. Mais pour l'instant, la candidate naturelle, c'est Marine Le Pen, qui a déjà fait une campagne en 2012, en 2017, en 2022, et qui s'apprête à faire celle de 2027 avec un score, on peut le rappeler d'ailleurs. 2012, elle fait 17% des voix. En 2017, elle fait 33 et en 2022, elle fait 43% des voix. Donc voilà, ça ne cesse de monter. Je pense que la prochaine fois, ça sera la bonne. Merci beaucoup. Philippe Ballard. Et à vous, Lise Vogel, donc depuis l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est l'un des enseignements aussi peut-être de ce rassemblement d'hier. Quelle est la place de Jordan Bardella au sein du Rassemblement national? Est-ce qu'il est un collaborateur? Est-ce qu'il est un successeur, un héritier? Marie de Greef, comment vous l'avez lu? Je pense qu'effectivement, hier, même s'il n'ose pas avouer devant Marine Le Pen qu'il peut accéder lui-même à être candidat à la présidentielle, c'est évidemment le candidat naturel. Et Marine Le Pen également en a bien conscience. Mais c'est vrai que pour revenir sur son comportement hier et de rester comme ça sur la défensive, il faut bien la comprendre. Parce que d'une part, si elle commençait à se mettre un peu en retrait, ça veut dire qu'elle s'avouerait coupable d'une part, et d'autre part qu'elle renoncerait à un projet qui est son projet de vie. Donc effectivement, c'est pour ça que ça explique la course à l'Élysée, ce serait sa 4e. Ben oui, bien sûr. Sachant que là, dans les sondages, elle est quand même créditée entre 32 et 34%. Donc, oui, mais il n'y a pas tellement de différence avec Jordan Bardella. Lise en a parlé, on va le voir, ce sondage de la Tribune dimanche sorti hier, qui les donne finalement tous les deux en tête des intentions de vote au premier tour, donc entre 31 et 35,5 pour Jordan Bardella et entre 32 et 36 pour Marine Le Pen. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que finalement... quel que soit le candidat, ils font à peu près le même score. Alors après, d'autres candidats, des plans C ou des plans D ne sont pas pour l'instant testés. Mais quand même, je voudrais dire qu'il s'est passé quand même quelque chose hier lors de ce meeting. Vous avez Louis Alliot, qui est maire de Perpignan, qui a pris la parole en premier et qui a rendu hommage à tous ceux qui avaient soutenu Marine Le Pen et qui ne font pas partie du Rassemblement national. Il a cité Éric Zemmour, d'ailleurs c'était un peu surprenant, mais c'est vrai qu'il a soutenu Marine Le Pen. Il a cité Nicolas Dupont-Aignan et à la toute fin, il a cité Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. C'était le Rassemblement national, le parti qui filmait le meeting. Les images qui ont été retransmises sur toutes les chaînes infos, toutes les chaînes de ce pays, c'était des images. Ce sont leurs images. Et la caméra, au moment du Rassemblement national, a fait un focus sur Marion Maréchal, seulement sur elle, et elle a été acclamée. On entendait des Marion, des Marion. Donc, pour moi, il y a aussi cette hypothèse Marion Maréchal comme plan C, voire plan B, parce que Jordan Bardella, on sait qu'il est
pas forcément tout le temps soutenu par tous les cadres du parti. La famille Le Pen fait beaucoup de choses en famille. C'est la nièce de... Ça reste dans la famille, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis, dernier point, Jordan Bardella, il n'a pas d'ancrage local, il n'a pas non plus beaucoup de soutien de cadres politiques. C'est plutôt Marine Le Pen aujourd'hui qui les tient. Et puis, on a vu quand même que pendant les européennes, c'était un peu creux, hein, son programme, notamment son programme économique. Il y avait une conférence de presse, je m'en souviens très bien, où il n'y avait pas eu un seul chiffre qui avait été cité. Donc voilà, il y a quand même aussi, attention, n'enterrons pas on ne va pas enterrer les autres qui sont là derrière aussi, et notamment Marion Maréchal. Et moi, j'ai l'impression, enfin, quand même hier, le fait que Marine Le Pen se soit ancrée dans une stratégie très dure de défense, moi, je comprends qu'elle n'entend pas amadouer les juges, parce qu'elle pourrait jouer cette carte, d'essayer d'amadouer les juges pour ne pas avoir d'inéligibilité ou avoir une éligibilité réduite qui lui permettrait de se présenter à l'élection présidentielle. Là, elle ne joue pas du tout cette carte. C'est comme si elle n'y croyait déjà plus au fait qu'elle puisse avoir une sorte de clémence, d'indulgence des juges. Et donc, elle continue d'être sur une position extrêmement dure. Alors, on est la première semaine, ça peut encore évoluer. Là, aujourd'hui, il faut qu'elle montre, sa détermination, et deux, je pense qu'ils ont aussi un peu l'inquiétude que le socle reste, mais que les 10% qui sont le halo autour du noyau s'en aillent ailleurs, chez Zemmour ou chez Retailleau. Donc, il faut quand même conforter le socle. Mais par ailleurs, je pense que la question de trouver quelqu'un d'autre est une question qui va se poser, qu'elle le veuille ou pas d'ailleurs, parce qu'à l'intérieur du parti, il y en a d'autres qui vont se charger de faire monter cette question, ceux qui s'y voient et ceux qui pensent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, je voudrais quand même dire qu'hier, il y avait effectivement les purs et durs du Rassemblement national qui sont venus en quart et financés donc par le parti, mais il y avait également pas mal de fillonistes qui étaient là, de membres, d'anciens adhérents d'Éric Zemmour, excusez-moi, et donc plus largement des personnes de la droite, effectivement, qui laissent penser quand même que le parti du Rassemblement national veut rassembler au-delà, ratisser plus large. Et avec cette stratégie, ça va être compliqué. Si elle poursuit cette stratégie-là. Je ne suis pas sûre, parce que regardez Éric Ciotti, qui était quand même aux premières loges hier, s'apprête à annoncer un vaste programme économique, justement pour combler là où il y avait eu des manques précédemment dans le Rassemblement national. Et les baisses d'impôts qui veulent... Marine Le Pen a toujours contesté cela, et sa position à elle n'est pas une position de rassemblement de la droite. Elle ne veut pas faire du Rassemblement national. Mais si ce n'est plus Marine Le Pen, la question se pose. Non, mais donc c'est pour ça que je veux dire, autour de la désignation du ou de la candidate du RN, se joue pas simplement une question d'incarnation, pas simplement une question de famille, mais aussi une question de ligne politique. Et Marion Maréchal représente plutôt la droite hors les murs, donc DLR, des Zemmour, etc. L'union des droites. Fillon de droite, tout à fait. Enfin, voilà, les fillonistes dont vous parlez. Voilà. Elle représente ça. Mais enfin... et c'est ça qui était marquant hier. Oui, mais ce n'est pas... Alors, l'électorat de Marine Le Pen n'est pas exactement superposable à celui-là. C'est-à-dire que Marine Le Pen réunit sur son nom notamment les catégories les plus populaires, et les catégories les plus populaires ne votent pas Fillon, ne votent pas Zemmour, et elle vote Marine Le Pen sur une base sociale que je ne crois pas sera incarnée d'ailleurs ni par Jordan Bardella ni par justement, Marion Maréchal. Pour parler des autres, parce qu'il y avait d'autres rassemblements aussi hier, Marine Le Pen, elle a aussi établi un parallèle avec Martin Luther King qu'elle avait déjà fait la semaine dernière. On va écouter la réaction ce matin du coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui était notre invité à 8h30. J'ai trouvé ça, vraiment scandaleux. Je rappelle que Martin Luther King était une personne en particulier engagée dans la lutte contre le racisme, et voir Madame Le Pen à la tête d'un parti dans lequel un certain nombre de dirigeants ont été condamnés pour incitation à la haine raciale venir en quelque sorte se remaquiller sous les traits de Martin Luther King, j'ai trouvé ça d'une indécence crasse, pour le dire franchement. Donc je pense que Madame Le Pen, il faut qu'elle arrête de se faire passer pour une victime. Voilà, évidemment, une réaction qu'on pouvait attendre. Ouais, et les filles qui parlent d'indécence, on peut les comprendre. Moi, j'ai envie de dire quel rapport, surtout. Enfin, quel rapport entre Martin Luther King et Marine Le Pen. On entend aussi des cadres du RN comparer ce qui arrive à Marine Le Pen
ce qui était arrivé dans l'affaire Dreyfus, citant Émile Zola. Enfin, je ne vois pas non plus le rapport. Enfin, voilà, on sent que tous les moyens sont bons pour essayer de se défendre et utiliser des personnages marquants de l'histoire, voilà, des symboles d'erreurs judiciaires. Et puis hier, il y a eu aussi le général de Gaulle à toutes les sauces dans ce meeting du Rassemblement national. Enfin, voilà. François Fillon avait dit, rappelez-vous à l'époque... Justement, parce qu'on est dans cette stratégie de rassembler au-delà, effectivement, du il doit un peu se retourner dans sa tombe, le général de Gaulle. Hein. En tout cas, Manuel Bompard, lui, ils étaient à peu près 5000, selon les chiffres estimés à Place de la République pour la gauche. Les Insoumis, Catherine Tricot, les Insoumis sans les socialistes, on en a beaucoup parlé, évidemment. C'est le retour de la gauche irréconciliable, la gauche désunie. Écoutez, hier, c'était une initiative qui avait été initiée par Marine Tondelier, donc par Europe Écologie Les Verts, et la France Insoumise s'y est ralliée. Le Parti socialiste et le Parti communiste, eux, ont pensé que ce n'était pas une bonne idée de donner une coloration très politique à la défense de la justice et ont préféré attendre la semaine prochaine, puisque le 12, donc là pour le coup, les syndicats, les grandes associations de défense des droits de l'homme, comme la Ligue des droits de l'homme, etc., SOS Racisme, et eux, donc le Parti socialiste et le Parti communiste, appellent pour la semaine prochaine. Les Europe Écologie également, je ne sais pas, à ce jour, je ne sais pas que la France Insoumise appelle pour la semaine prochaine. Si la France Insoumise ne se rallie pas la semaine prochaine à ce rassemblement, là ça serait vraiment significatif. Autant hier, je pense qu'il y avait un désaccord sur l'opportunité, autant la semaine prochaine, c'est vraiment beaucoup plus significatif si la France Insoumise décide de ne pas se joindre à ce rassemblement qui va réunir toute la gauche sociale et politique. Il y avait un désaccord sur l'opportunité, mais il y avait surtout un désaccord du PS vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur Marine Le Pen lundi dernier, quand il dit c'est au peuple de juger, c'est pas la justice de décider si elle doit être candidate ou pas, ça plaît pas du tout aux socialistes, je peux vous le dire. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Tout simplement parce qu'il est concerné aussi. Parce que lui-même risque d'être rattrapé pour les mêmes histoires d'assistants parlementaires et pour des primes. Et François Bayrou qui se dit troublé aussi. Alors, bien sûr, mais François Bayrou, le match de la semaine dernière, mais pour avancer, puisque là on est vraiment sur le coup d'envoi de la présidentielle 2027, ce sondage hier pour la gauche dans la tribune dimanche, il donne Raphaël Glucksmann plutôt en pole position, si on peut le dire ainsi, avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous a étonné, Catherine Tricot ? Est-ce que Raphaël Glucksmann, il pourrait unir les gauches? Ça montre, il est en pole position, disons qu'ils font jeu égal. Ils sont un peu quasiment au coude à coude. Voilà, moi ce qui me frappe... La fourchette est plus large pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais voilà, c'est de 9 à 11 et l'autre de 10 à 11. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... je pense qu'à cette échelle-là, c'est négligeable. Ils font jeu égal. Ce qui me frappe d'abord, c'est que le total des gauches est très bas. C'est un total des gauches qui est en dessous de 30%. Donc là, il y a quand même un problème de dynamique des gauches qui est encalminé. Et la deuxième chose, parce qu'elle est divisée, cette gauche. Peut-être que c'est parce qu'elle est divisée. François Ruffin se déclarait aussi hier dans la tribune dimanche. Oui, enfin, il s'est déclaré la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il essaye de s'affirmer. Donc le problème, c'est est-ce que la gauche est capable de faire émerger un candidat qui convienne à la diversité de ses gauches? Pour l'instant, c'est pas certain. François Ruffin pense pouvoir l'incarner parce qu'il pense pouvoir faire le pont entre une gauche de changement profond d'une part et une gauche non insoumise. Donc il espère pouvoir faire ce pont entre tous. Moi, je suis... si c'était Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, il y aura vraiment deux gauches, deux propositions très différentes. Mais dans l'état d'affaiblissement de la gauche, ça veut dire une gauche qui n'est pas au second tour. Alors hier, il y a un nom qu'on a entendu pour le coup en président aussi, c'est celui d'Attal. Attal président, ça c'était du côté de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, donc à la Cité du Cinéma où l'ancien Premier ministre a tenu son discours, un discours qui était prévu, Antoine, qui a duré une 50aine de minutes, extrêmement long, un discours fleuve, un discours vraiment aux allures de campagne présidentielle, de meeting de campagne. Un discours en deux parties. Première partie plus sur l'actualité et le fait de pilonner Marine Le Pen et l'extrême droite. Ça a duré un bon quart d'heure, 20 minutes, avec cette fameuse formule qui fait tant réagir aujourd'hui, tu voles, tu payes. Le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse attention quand même, Gabriel Attal, parce que je rappelle qu'une vingtaine de ministres sous l'ère Macron depuis 2017 sont délicatesse de près ou de loin avec la justice. Donc quand on affirme ça, il faut quand même être sûr que son propre camp est
est exemplaire et propre. Après, il a eu le mérite au moins de faire des propositions, ce qui n'était pas du tout le cas à gauche, où à gauche, on se regardait vraiment en chien de faïence, les écologistes, LFI, Alexis Corbière qui est sifflé, le PS qui n'est pas là, les communistes absents. On en a parlé, le RN avec Jordan Bardella en embuscade, peut-être Marion Maréchal, où on sent bien qu'il n'y a pas un soutien plein et entier à la candidate naturelle. Mais par contre, du côté de Renaissance, au moins des propositions. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'était au départ un meeting qui s'est transformé en meeting pour la démocratie, mais c'était un meeting pour l'unité, je cite, du bloc central. Là, on en est très loin aussi. Il y a eu des prises de parole de Gabriel Attal quand il parle des troublés en plein discours. Il fait référence évidemment à François Bayrou, qui s'est dit troublé par la décision de justice concernant Marine Le Pen. Il a aussi beaucoup attaqué LR, et notamment, je pense à Bruno Retailleau, sans le nommer, quand il parle des juges rouges. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Et puis Gérald Darmanin aussi a mis son petit grain de sel dans la matinée hier en disant... Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de représentants des LR sur l'estrade? Donc on voit bien que l'unité du côté du bloc central, elle est loin d'être là. Et il y a en fait il y avait autant d'intervenants hier à la tribune que de présidentiables pour ce camp. Édouard Philippe, Bayrou, Darmanin. C'est le seul qui est officiellement candidat. Dans les sondages dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont sortis hier pour la tribune dimanche, c'est lui qui est plutôt le mieux placé pour représenter le socle commun. En tout cas, on ne connaît pas vraiment son programme, on ne connaît pas son élan, à part sur les retraites. On sait qu'il est très populaire. Est-ce que Gabriel Attal, ça peut être lui, l'héritier de la lignée Macron, puisque c'est un peu ce qu'il a voulu montrer hier. Ça, c'est clair que hier, il a voulu se présenter comme il celui a presque défendu un bilan. Oui, puis il a voulu vraiment se mettre, et derrière, à un moment donné, il parle de notre projet. Ouais. Ça m'a fait rire, parce que vraiment, on voit qu'il veut reprendre les termes même d'Emmanuel Macron, mais enfin, c'est un Emmanuel Macron quand même très à droite. C'est quand même, surtout le régalien, il a dit on va parler clair sur l'immigration, on va parler clair sur la justice, et on va arrêter de raconter que la retraite par répartition, c'est possible. Il faut faire la retraite il faut changer, il faut faire une retraite par capitalisation. Au moins, je pense que là, on va avoir un grand socle commun de la droite. Ils ont l'air de tous se mettre d'accord pour remettre en cause la retraite par répartition. C'est pas de bol, parce que les bourses dévissent et que donc, mais les problèmes économiques sont toujours là. Mais c'est vrai que Gabriel Attal, quand il dit tu voles, tu payes, c'est ce matin, je crois, que... Sébastien Chenu lui a répliqué tu ruines, tu payes, parce qu'effectivement son bilan, que ça soit sur la dette, sur l'insécurité, enfin sur tous les sujets, quand même, on ne peut pas dire que le bilan de Gabriel Attal puisse être vanté. Et c'est vrai que quand vous dites qu'effectivement il est quand même plus à droite que dans le gouvernement dans lequel il a participé, c'est effectivement là, c'est pareil, c'est très intéressant, parce qu'on a vu qu'Édouard Philippe quand même avait également dans ses dernières déclarations des solutions quand même qui étaient très proches de la droite et de LR. Donc effectivement, on peut se dire quand même qu'on tend vers à droite, une droitisation. Dans le socle commun. En tout cas, 2027, c'est dans longtemps. Finalement, c'est pas tout à fait demain, donc il faut pas partir non plus trop tôt. On a vu ce slogan, 2 ans pour préparer la suite. On verra si cet élan, il prend ou si ça fait flop. Merci à vous d'avoir été avec nous pour en parler, Marie de Greff-Madelin, Catherine Tricot et Antoine Comte pour cette séquence politique qu'on a débriefée donc sur France Info.